Je vous propose de commencer pour ne pas perdre trop de temps et prendre trop de retard. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur la Smart Water qui abordera notamment l'innovation au service d'une gestion intelligente et connectée de l'eau. Est-ce qu'il y aurait un plus bon jour dans ces périodes de canicule pour aborder ce thème qui est très important et on en ressent tous l'impact aujourd'hui de ce réchauffement climatique et notamment l'importance de préserver, économiser cette ressource si importante pour nous. Donc, c'est ce qu'on va aborder comme sujet aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par Soltena que je représente. Donc, moi, je suis Ronan Barbier, chef de projet eau au sein de Soltena. Et donc, ce webinaire est soutenu notamment par la région Nouvelle-Aquitaine et les deux agences de l'eau du territoire, à savoir l'Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Juste avant de commencer, mais je vois que tout le monde est assez discipliné, à l'habitude de ces webinaires et notamment de ces visioconférences. Donc, quelques informations logistiques. On vous remercie de couper vos micros et caméras pendant les interventions pour une question de fluidité. Vous avez un espace chat juste en haut à droite, il y a une petite bulle conversation. Vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions. On y reviendra à la fin du webinaire. On reprendra toutes les questions qui ont été posées et on pourra interroger l'ensemble des intervenants. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Donc, on vous l'enverra par la suite si vous voulez le diffuser. Et la présentation PowerPoint aussi qu'on va vous présenter le sera aussi. Donc, on va, avant de présenter Soltena rapidement, je vais laisser le mot d'introduction à Pascal Boyer, qui est président de Futuro et notamment responsable de la filière eau au sein des administrateurs de Soltena. Voilà, pour qu'il nous dise un petit mot sur le sujet. Pascal, je vous laisse la parole. Oui, merci Ronan. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreuses et aussi nombreux à ce webinaire caniculaire. Ce n'était pas forcément prévu lorsqu'il a été imaginé, mais effectivement, il tombe à pic, si je peux dire. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a d'important, et on le voit aujourd'hui, c'est que le changement climatique, ça a une grande importance sur beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, sur la biodiversité, mais l'eau reste quand même un des éléments centraux sur lequel toute l'attention des pouvoirs publics, des collectivités, des entreprises, des industriels, bref, de tous les utilisateurs, qu'ils soient collectifs ou individuels, doit être portée. Alors, le fait d'avoir un webinaire sur ce sujet, c'est pas anodin, dans la mesure où, effectivement, on en a entendu beaucoup parler il y a quelques années, on commence à rentrer dans le sujet maintenant, mais la première chose, c'est de peut-être démystifier ce que sont les smart cities, ce que c'est que l'intelligence dans le domaine de l'eau. Bref, rien de sorcier, en tout cas, mais beaucoup de choses importantes, intéressantes que l'on peut faire, effectivement, maintenant, grâce à l'outil informatique, grâce à la vitesse de traitement de l'information, grâce aux informations que l'on collecte et grâce à l'intelligence que l'on met pour valoriser et utiliser les données récoltées. Donc, pour ceux qui découvrent, n'en ayons pas peur, ce n'est pas sorcier, mais ça implique malgré tout d'avoir de solides connaissances, ou en tout cas de s'appuyer sur des entreprises, et elles sont nombreuses, et vous le voyez d'ailleurs au sein de Soltena, à avoir des compétences pour ça. Alors, ça sert à quoi finalement? Ça sert à mieux gérer l'eau, tout simplement, à mieux gérer la ressource, aussi bien en termes de quantité que de qualité, aussi bien sur des infrastructures, où là, on appréhende, on imagine qu'on a sans doute intérêt à automatiser tout ça, à prédire des comportements, etc. Mais le point le plus important est peut-être aussi de comment mieux gérer l'approvisionnement, mieux gérer les ressources, comment mieux utiliser les ressources alternatives d'ailleurs que l'on peut avoir à sa disposition, que ce soit la réutilisation, que ce soit l'eau de pluie, etc. Donc, comment mailler tout cela pour avoir quelque chose qui permette, in fine, à un responsable, à des élus d'ailleurs, à des responsables, à des présidents de syndicats d'eau, à des collectivités ou à des chefs d'entreprise de prendre les bonnes décisions
pour garantir un approvisionnement en eau de la population, c'est quand même la première concernée, mais aussi de leur activité industrielle, car derrière, c'est aussi des gens qui vivent d'une activité industrielle. Et sans eau, Jean-Emmanuel le sait bien, ne me contredira pas, on ne va pas produire grand-chose. Donc voilà, il faut se mettre dans la peau de celui qui va prendre des décisions. Pour la plupart d'entre vous, j'ai vu sur les inscrits, vous êtes dans cette catégorie-là. Et effectivement, j'espère qu'aujourd'hui, nos intervenants, mais connaissant leurs entreprises et la qualité de leurs interventions, je n'en doute pas, vont vous démystifier tout ça et vous apporter de l'aide pour que vous puissiez aller dans cette direction. En tout cas, merci à tous et merci aux organisateurs. Ben, merci à vous, Pascal. Donc, pour continuer, je vais présenter rapidement le réseau Soltena qui organise ce webinaire dont je fais partie. Après, on aura l'intervention des 6 entreprises qui vont vous apporter leur expertise en domaine de gestion intelligente et connectée de l'eau. On aura notamment l'intervention de Agvo, d'Aquacé, de Brunata Zener, de Ecométrique, de Kipopluie et de TEO. Alors, Soltena, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau, un cluster, on peut le qualifier comme ça, des professionnels, des acteurs de la transition écologique en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est un réseau de 200 acteurs de la transition écologique, principalement constitués d'entreprises offreurs de solutions. C'est notamment des entreprises offreurs de solutions qui vont intervenir aujourd'hui et partager leur expertise. On traite toutes les thématiques de la transition écologique, à savoir l'énergie, la biodiversité, les déchets, l'eau, etc. Et on a notamment une filière eau représentée assez massivement au sein du réseau, puisqu'on a 74 acteurs de l'eau, donc ça en fait une filière très représentée au sein de Soltena. Donc les missions de Soltena, c'est notamment la promotion et le développement des entreprises de la filière verte et bleue, donc c'est leur permettre de s'identifier, de se faire identifier, de créer des synergies entre eux afin qu'il y ait des projets qui se développent, de l'innovation et par la suite de ça, de la performance écologique. On accompagne aussi des entreprises un peu plus demandeurs de solutions, donc des collectivités, des industriels par exemple, qui ont des projets environnementaux qui souhaitent se faire accompagner. Donc là, on fait de la mise en relation. Donc, si vous avez des projets comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous mettre en relation avec des entreprises adhérentes ou non du réseau. Et aussi, on met en œuvre des actions régionales structurantes avec notamment nos partenaires et financeurs tels que la région Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME et d'autres. Donc, on met en place des actions régionales en faveur de la transition écologique. Donc, on est une équipe de 11 personnes. Pour l'instant, on va recruter trois profils sur Poitiers, et notamment chaque permanent de l'association a une casquette filière. Et moi, je suis en charge notamment de cette filière eau. C'est pour ça que j'anime ce webinaire aujourd'hui. Et donc, je vous ai laissé mes coordonnées si vous avez des questions ou autres sur le réseau. Mais sans attendre, je vais laisser la parole à Jean-Emmanuel Gilbert de la société Aquacé qui va nous faire une présentation sur le contexte et pour découvrir comment l'eau peut devenir un levier de performance bien sûr écologique, mais aussi économique. Donc, je vais vous laisser avec Jean-Emmanuel pendant 20 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les reprendra à la fin. Jean-Emmanuel, je te laisse la... Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci aux organisateurs. Donc effectivement, alors je suis dans des conditions un peu dégradées pour la communication parce que je me trouve à côté de la gare de Dunkerque. Je viens de passer 3 jours en fait au colloque de l'ASTE, qui a porté justement en fait sur la thématique en fait générale qui était celle du 101e congrès, c'était adaptation au changement climatique, quelles anticipations et actions dans les territoires, puisqu'on voit qu'effectivement le changement climatique d'un côté et puis la surexploitation de l'autre, ça ne va pas simplement engendrer des problématiques de tension sur l'eau potable, mais énormément d'effets négatifs, comme par exemple aussi la démultiplication par exemple des algues, les augmentations de température, des sols secs, etc. Et donc, en fait, on voit que c'est tout un système et pas uniquement la question de l'alimentation en eau potable. C'est tout le système qui va être impacté. Donc, par rapport à ça, je vais faire une présentation en fait assez centralisée sur ces problématiques-là.
Hop, je vais partager l'écran et puis je vais couper ma caméra pour éviter d'avoir des problèmes de flux. Voilà, donc normalement, vous devriez voir mon système. Je coupe ma caméra et je passe en mode présentation. Voilà, tout va bien? Ça a suivi? Tout va bien. Ok, impeccable. Voilà, donc en fait, pour aller rapidement, hein, parce que là je vais prendre la parole pendant une petite vingtaine de minutes, donc pour résumer un petit peu la situation, c'est gestion de l'eau, fin du monde open bar, dans le sens où jusqu'à présent la question de l'eau n'avait pas été vraiment dans nos pays hein, un souci, et donc on s'est organisé à la fois la ville, l'agriculture, l'industrie, en fonction des besoins et non pas en fonction de la disponibilité. Et donc là, on va passer d'un monde où à chaque fois on essaye de répondre aux besoins, ou comme on rentre dans un monde qui est en restriction, il va falloir fonctionner à partir de la demande. Alors, quelque chose que j'aime bien montrer dans ce type de présentation au début, c'est que, oui, on est sur une planète bleue, et donc la ressource semble illimitée, même si l'eau de mer en fait n'est pas utilisable en tant que telle. Mais en fait, j'aime bien, c'est ça, c'est qu'il y a des Américains qui ont récupéré toute l'eau sur Terre. Et voilà, toute l'eau sur Terre, c'est cette bulle-là. Bien sûr, la quasi-totalité, c'est de l'eau salée. Et donc ça, c'est l'eau douce. Mais bien sûr, la grande partie de cette eau douce, elle est dans les pôles. Et donc en fait, l'eau douce disponible, c'est la toute petite bulle que vous voyez là. Voilà, donc là encore, pour aller rapidement, l'image que j'utilise, c'est l'eau disponible, l'eau douce disponible sur Terre, c'est l'équivalent d'un trait de stylo bille sur une boule de pétanque. Quand vous réfléchissez d'ailleurs à la profondeur des lacs, à la profondeur des rivières, en fait, c'est pas grand-chose, quoi, hein. Voilà. Alors la très mauvaise nouvelle, c'est que cette petite bulle, on a eu la mauvaise idée de la perturber énormément. Donc là, maintenant, c'est des choses qui sont partagées par tout le monde et d'ailleurs subies, en fait. Quand nous, on a commencé à expliquer ça il y a une dizaine d'années en disant il va y avoir une transition hydrique, de la même manière qu'il y a eu transition énergétique, on nous regardait un petit peu avec des yeux en bille de loto. Mais maintenant, hélas, c'est en train de se passer. Donc, on a bien sûr le changement climatique avec non seulement des augmentations de température, mais bien sûr des modifications du cycle de l'eau, et donc avec des périodes de sécheresse beaucoup plus intenses et dures, et puis aussi des périodes de pluie qui vont être souvent plus intenses et donc générer des inondations. Ça, c'est la partie quantitative. Et puis sur le grand cycle de l'eau, bien sûr, il y a une autre problématique qui est la dégradation en fait, des milieux aquatiques, puisque on continue à émettre pas mal de substances. Et avoir de l'eau, c'est une chose, mais avoir de l'eau de bonne qualité, c'en est une autre qui est complètement différente. Et puis, tout ça et ces variations sont croisées avec le fait qu'on est parti dans des surconsommations, notamment avec de l'urbanisation, hein. Dans notre région, par exemple, Bordeaux prévoit, je ne sais pas, de rajouter 100 000 habitants d'ici X années. Ouais, mais le milieu naturel en dessous et donc les ressources en eau, elles ne sont pas élastiques et elles ne s'ajustent pas en fonction du nombre d'habitants que vous mettez dessus. Et donc, on va croiser, en fait, les courbes vont se croiser. Et c'est ça qu'on va appeler stress hydrique, c'est-à-dire qu'en fait, les ressources disponibles au quotidien deviennent inférieures, en fait, insuffisantes par rapport aux usages qu'on souhaiterait en faire. Donc, vous pouvez, stress hydrique, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas d'eau. Ça veut dire que vous en avez besoin de plus au moment où vous en avez besoin. Il y a un autre aspect qui est extrêmement important, qui a été introduit rapidement par Rodin, c'est en fait le coût global de l'eau. Donc j'y reviendrai de manière un peu plus détaillée, mais là il y a une erreur fondamentale en fait sur le coût de l'eau, et du coup on peut penser que l'eau, non seulement qu'elle était illimitée, ce qui était faux, mais en plus ça coûtait quasiment rien, ce qui est très faux aussi, notamment pour l'industrie. Et donc ça, ce sont les moteurs en fait de la transition, parce que ces quatre piliers là que vous voyez, en fait ont énormément évolué, et notre système par contre, lui, n'a pas évolué. On pourrait penser c'est quelque chose pour 2050, 2100, etc., etc. Pas du tout. Bien sûr, la tendance, elle est mauvaise, mais ce qui nous est en train de nous impacter tout de suite, ce sont les aléas climatiques, et notamment de manière l'été, en fait, les grandes sécheresses, et puis bien sûr les inondations. Donc la question que tout le monde doit commencer à se poser aujourd'hui, vu que l'eau, c'est un enjeu local, hein, qu'il y ait de l'eau du Canada, beaucoup d'eau au Canada et très peu dans le Sahara, en fait, peu nous importe. Ce qui est, c'est que dans votre région, autour de votre ville, autour de votre centre industriel, quelles sont les ressources qui sont à votre disposition, quels sont les autres usages sur votre territoire, est-ce que vous allez rentrer en conflit, est-ce que tout ça c'est cohérent, efficient, résilient, etc. Donc tout ça pour dire que, premier pilier, il y a une nécessité physique, environnementale, mais aussi économique, d'une stratégie de transition hydrique. Alors, donc ça c'est déjà pas mal tracé par différents rapports, donc ici, qui montrent que c'est pas du tout récent, hein, y compris en France, donc eau urgence déclarée, les différents rapports d'agence de l'eau. Pour tous ceux qui sont sur Adour-Garonne, je vous conseille d'aller
d'aller regarder le rapport Garonne 2050 sur Internet, et qui sont très intéressants. Bien sûr, selon votre localisation, vous allez être plus ou moins impacté par ce type de sujet. Et donc, voilà, ça c'est le premier grand pilier. Le deuxième, c'est le coût global sous-évalué. Pourquoi? Parce que bien sûr, le coût de l'eau, vous allez avoir des factures avec des mètres cubes, des taxes et compagnie. Bien sûr, vous avez tout ce qui est CAPEX et OPEX qui va avec. L'énergie, en fait, est très utilisatrice d'eau, mais aussi l'eau consomme beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, la plupart du temps, les comptabilités analytiques font une erreur parce que, par exemple, si c'est de l'électricité, ça va être mis dans le compteur eau, dans le bloc énergie, alors que si c'est de l'électricité pour les pompes et les aérateurs, dans la réalité, c'est dans le bloc eau. Et de la même manière, l'eau est utilisée pour faire de la performance industrielle, parce qu'elle est utilisée pour laver, pour diluer, pour refroidir et compagnie. Et si on a une dégradation, par exemple, de la qualité de l'eau, on va avoir un impact en fait sur la performance industrielle. Ici, par exemple, les transferts d'énergie. Mais donc la vision rapide, hein, c'est qu'effectivement, on a la partie émergée de l'iceberg que les gens connaissent, hein, les coûts directs, mais pour un industriel, c'est valable pour une ville aussi, c'est valable pour à peu près tout le monde. L'épaisseur des tranches va varier, c'est tout. C'est qu'en fait, vous avez des coûts qui sont des coûts associés en fait et qui peuvent être très très importants. Donc, agir sur l'eau, c'est pas simplement agir sur le nombre de mètres cubes qu'on gagne en amont ou sur la pollution qu'on évite. Donc, c'est pas uniquement la performance environnementale, c'est aussi la performance économique, parce que agir sur l'eau, c'est en fait appuyer sur un levier qui va influencer énormément d'autres aspects, comme par exemple l'énergie, les produits chimiques, le temps de la maintenance, etc. Voilà. Ça, vous pouvez le retrouver sur différents documents. Par exemple, ici, des exemples très concrets qui ont été mis en avant par Entreprises pour l'environnement et qui montrent que, en fait, ces actions, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont rentables parce que le périmètre de calcul du taux de retour sur investissement n'est pas du tout le mètre cube. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième grand levier, c'est-à-dire que vous avez non seulement vous allez être contraint à faire des stratégies d'efficacité hydrique ou de changer votre votre gestion de l'eau, mais là en plus, ce qui est évident, c'est que vous y avez intérêt parce qu'en fait, c'est un gain. Bon, alors pourquoi Smart Water, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui, pourquoi digitaliser la gestion de l'eau? Je vais prendre un des exemples qui est le quotidien d'Aquacé. Nous, on travaille principalement pour les groupes industriels et donc on essaye de modifier leur gestion de l'eau de manière à améliorer en fait leur performance environnementale et industrielle liée à l'eau. Alors, contrairement à ce qui a été fait pendant longtemps, on ne se préoccupe pas de savoir quels sont les traitements en amont et en aval, mais avant tout, après avoir fait, c'est le niveau zéro, ça ne fait pas partie de la stratégie, après avoir fait la chasse aux fuites et au gâchis, qui correspondent quand même déjà à des gains potentiellement extrêmement importants, hein. Mais nous, on va s'intéresser en fait aux usages. Et donc, l'idée, c'est de savoir sur un périmètre donné, ici une usine, mais on le verra tout à l'heure, une ville ou une région, qui fait quoi avec l'eau et est-ce qu'on peut améliorer. Donc là, on va agir sur les causes racines, avec des procédés sobres, des stratégies de substitution, des modifications de pratiques, etc. Ensuite, on peut bien sûr reconfigurer les flux et les usages de l'eau en faisant du tri sélectif à l'intérieur même des opérations industrielles ou à l'intérieur d'une ville, de la même manière qu'on le fait avec les déchets, on fait du recyclage, de la réutilisation, etc., etc. Et bien sûr, derrière, tout ce qu'on n'a pas pu éviter, il faut le traiter. Et là, on va essayer d'optimiser en fait ces procédés. On voit que ici, contrairement à ce qui est fait la plupart du temps, quantité et qualité sont indissociables. Parce que si je veux commencer à faire du recyclage, ça veut dire qu'il faut que j'ai non seulement des débits, mais aussi il faut que j'ai des mesures de qualité. Et donc là, on voit que, in fine, parce que je dois savoir où passe l'eau, parce que je dois savoir quelles sont les dynamiques de consommation, les balances, les bilans, etc., etc. Et puis ensuite, à partir de là, identifier quelles sont les actions que je vais pouvoir intelligemment et économiquement mettre en place. Eh ben, en fait, on s'aperçoit que l'enjeu technologique n'est plus du tout le traitement de l'eau, mais en fait la compréhension du système, c'est-à-dire en fait la production, la gestion et l'interprétation de données. Et c'est là où, notamment, les nouveaux outils de production d'informations ou de gestion, transmission, digitalisation, etc., etc., deviennent clés. Parce que tant qu'on n'a pas cette analyse systémique, en fait, eh ben, en fait on peut faire de la performance, mais ce n'est pas du tout à l'échelle par rapport à la nature du problème qui est maintenant face à nous. Donc, on va essayer de produire une vision globale, identifier les causes racines, agir sur ces causes racines, et puis utiliser le système d'information pour suivre les performances. Ça, ce que je viens de vous montrer de manière extrêmement rapide, on a commencé à le mettre en place au niveau de territoires en transition hydrique, c'est-à-dire à l'intérieur d'un territoire, qui fait quoi avec l'eau, quelles sont les ressources, quels sont les usages, à quel moment est-ce que je vais avoir du stress hydrique, quelle est son amplitude, sa durée, sa profondeur, etc. Et puis à partir de là, je vais commencer à dire, quelle est là, après avoir fait une cartographie, identifier donc les ressources, les usages, les infrastructures, agir sur ces différents leviers, et c'est ce qui va me permettre de mettre en place en fait un plan d'action. Et là, on se retrouve avec la nécessité d'avoir des outils très complémentaires pour aller identifier les pollutions dans les milieux naturels, remonter des données sur l'eau pluviale, remonter les données sur les bâtiments. Et donc, ça va être les quelques exemples qui vont vous être présentés par d'autres acteurs tout à l'heure.
Donc ça, par exemple, le premier très gros projet qui a été lancé, c'est les territoires en transition hydrique avec Limoges Métropole. Là, en tant qu'Aquacé, on est en train de travailler sur 2 autres projets en élaboration. Mais voilà, donc par exemple, je fais un zoom à l'intérieur de la ville. Aujourd'hui, on est dans un système en fait qui est linéaire, centralisé, indifférencié. C'est dans le sens où tout le monde est, on attribue de l'eau potable pour tout le monde. Et ben en fait, si on commence à faire une cartographie, on s'aperçoit que ben, on n'a pas besoin d'eau potable pour la plupart des usages. Donc, ce que l'on peut faire, c'est dire, OK, si je commence à séparer, je m'aperçois que ben oui, en industrie, j'ai besoin peut-être d'eau potable, mais aussi d'eau propre, d'eau industrielle. Pour certains, c'est les installations sportives, c'est pour de l'arrosage et compagnie. Donc, si on continue, ben, on dit, OK, toutes celles qui nécessitent d'avoir de l'eau potable, on va continuer à les adresser en eau potable. Mais après, je vais avoir d'autres besoins que je pourrais adresser avec d'autres types d'eau. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, par exemple, des eaux recyclées, par exemple du pluvial. Mais tout ce système-là, il va falloir que je le mette en communication parce qu'on va avoir quelque chose qui, in fine, devient multi-ressources, décentralisé, multiqualité et intégré. Et là, il nous faut encore beaucoup d'informations de manière à pouvoir savoir comment ça fonctionne, le piloter, identifier les dérives, tout checker, etc., etc. Donc, on voit là encore que le cœur système, ça reste l'information. D'où la digitalisation. Petit exemple extrêmement rapide par rapport à ce que nous faisons en tant qu'Aquacé. Donc, ben, on produit des diagnostics partagés et puis des analyses de performance en temps réel. Donc, on a mis en place un système SaaS qui permet de centraliser tout type d'informations. Alors que dans la question de l'eau, c'est un des problèmes parce que c'est très hétérogène. Hein. Vous avez des informations qui arrivent toutes les minutes, d'autres qui arrivent tous les mois parce que c'est des analyses de laboratoire, etc., etc., des observations terrain, enfin, ben, il y a un peu de tout. Et puis, à partir de là, ben, on va faire de l'analyse de données. Pas du tout du contrôle commande. Hein. Nos clients, ils ont déjà plein de trucs pour gérer la donnée, faire du contrôle commande, faire l'analyse de niveau 1, mais on va dire, ils ont un tableau de bord pour le pilote, et nous, on va faire un tableau de bord pour le garagiste. Donc là, on va se retrouver avec des choses qui ont généralement ce type de tête, et puis avoir plein d'applications qui sont dédiées à chaque, par exemple ici, chaque étape du traitement. Et là, on va faire carrément des calculs de type génie des procédés en temps réel pour aller normaliser les paramètres, les préinterpréter, faire des analyses de dysfonctionnement, etc., etc. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui est maintenant déployé sur environ 150 usines dans 14 pays connectés. Et puis, bon, voilà, ça c'était un des exemples pour montrer l'importance, en fait, essentielle, en fait, hein, fondamentalement parlant, la question devient l'information, puisqu'on rentre dans un monde restreint. Donc, ben, adéquation entre les usages et la ressource, mais aussi interaction directe entre les différents usages qui rentrent en conflit. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, puisque d'habitude, comme tout le monde le sait, je suis très long. Il te reste 5 minutes, Manuel. Il me reste 5 minutes. Alors, ce que je vais montrer aussi, parce que ça, justement, je vous ai préparé 2-3 trucs. Voilà, ça, c'est pour montrer un petit peu l'ampleur, en fait, hein, de ce qu'on a face à nous. Donc, ça, c'est quelque chose, je l'avais reposté sur LinkedIn, donc vous pourrez retrouver sur mon profil différentes, enfin, les sources et compagnie. Ben, alors, ça, en fait, c'est une évaluation de la quantité d'eau pour l'industrie. La version 2010 par continent, la version 2010 et la version 2050. Et on voit par exemple que qui c'est qui produit aujourd'hui et qui utilise énormément d'eau pour les productions industrielles, c'est l'Asie. Okay, la petite conclusion qu'on peut en tirer, c'est quoi? C'est OK, il faut réindustrialiser l'Europe. C'est parfait. Où est-ce que vous allez prendre l'eau? S'il n'y a pas d'efficacité hydrique sur la totalité des usages, on va rentrer dans un problème physique qui est que il n'y aura pas les quantités d'eau pour pouvoir faire tout ça. D'accord. Donc là, justement, ici, on était sur un territoire au niveau du colloque sur Dunkerque qui est en train de se réindustrialiser de manière extrêmement importante. C'est très, très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une très grosse dynamique. Mais la problématique, c'est que, par exemple, moi, je connaissais assez mal cette région. En fait, il n'y a pas d'eau. Lille, la métropole de Lille est en stress hydrique depuis 4-5 ans. Alors qu'on pourrait penser, oui, c'est comme on dit, moi je viens du sud, hein, c'est le schnorr, il pleut tout le temps. Oui, pas du tout. Parce qu'en fait, à cause, premièrement, du changement climatique, mais aussi de l'imperméabilisation des sols et puis de la surexploitation au niveau local, on se retrouve à avoir avec des nappes qui se rechargent plus. Et au niveau de Dunkerque, il n'y a pas d'eau du tout. L'eau, en fait, elle est prise quelques dizaines de kilomètres en amont parce qu'en fait, au niveau local, il n'y en a pas. Donc voilà un petit peu tout ce à quoi on doit faire face. Et non seulement on va avoir besoin de technologies, hein, de traitement de l'eau, des procédés liés à l'usage de l'eau qui vont qui doivent évoluer, pardon. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est que si on ne fait pas d'analyse systémique et donc qu'on produit énormément d'informations pour pouvoir mieux comprendre ce que l'on peut faire, ce que l'on ne doit pas faire, et comment vont évoluer en fait ces systèmes, juste
va prendre un iceberg, hein, c'est sûr et certain. Implanter une usine avec des centaines de millions d'euros d'investissement dessus en pensant que pendant 50 ans je vais l'exploiter, ben ça c'est mort. On n'est plus du tout dans ce monde-là. Donc les usines, pour une grande partie de nos clients, commencent à essayer de se déconnecter complètement du milieu naturel pour être le moins impacté possible par ces énormes variations. D'accord? À la fois au niveau des consommations, mais aussi au niveau des rejets, puisque au niveau des rejets, ben, s'il n'y a plus d'eau dans la rivière, vos effluents ne sont plus dilués, et donc du coup, on va vous demander progressivement d'arrêter, enfin de réduire les rejets, donc ça va impacter la production, le niveau de production. Voilà. Donc là, on a nous des clients pour lesquels la question de l'eau, c'est business continuity. C'est même plus la performance environnementale. D'accord? C'est business continuity. Comment est-ce qu'on assure que notre usine va pouvoir tourner dans les années à venir, quoi. Bon, voilà ce que je voulais présenter pour l'essentiel, on va dire, sur ces enjeux-là. Donc, en résumé, quels sont les grands enseignements? On part dans un système où on rentre en restriction, premièrement. Deuxièmement, la problématique n'est pas simplement une question de performance environnementale, mais avant tout de performance économique, de performance industrielle. Et c'est vraiment la même chose pour les villes, hein, parce que vous avez des hôpitaux, vous avez des centres sportifs, vous avez pas mal de choses, avec un coût de l'énergie qui est en train d'augmenter. Or, l'eau est très liée à l'énergie, hein. En fait, les modèles économiques vont juste pas suivre. Et c'est pas une problématique environnementale, d'accord? Donc voilà les quelques messages que je souhaitais faire passer. Et puis bien sûr, des acteurs comme Soltena, et notamment avec une grande diversité à la fois dans des acteurs publics comme des acteurs privés, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en dynamique de manière complémentaire pour trouver des solutions, quoi. Parce qu'il n'y aura pas de boîte magique qu'on va appliquer, puis ça va résoudre tout ça, quoi. Voilà, Ronan. Bon, ben, super, merci beaucoup Jean-Emmanuel pour cette partie contexte qui nous permet d'en savoir beaucoup plus sur l'importance d'avoir une bonne gestion de l'eau et d'avoir tous les tenants et aboutissants. En plus, tu as respecté le timing, incroyable, merci beaucoup Jean-Emmanuel. On va continuer, je vais maintenant laisser la parole à 5 entreprises qui vont se succéder et donc vous proposer en un minimum de temps, à savoir 5 à 6 minutes, des pitchs sur leur activité, sur ce qu'ils font en expertise en gestion de l'eau intelligente et connectée. Donc, je vais leur laisser la parole et je vais commencer par la société Agvo, et notamment Colin McDonald, qui va intervenir en premier. Donc voilà, Colin, je vais te laisser la parole. Tu as 5-6 minutes. Ok, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui, on t'entend très bien. Donc, allez, vas-y, je te laisse mettre le premier slide. On y va. Donc, bonjour, donc moi je suis Colin McDonald, je suis le co-gérant de la société Agvo, qui est basée à Bordeaux depuis 2008, donc bientôt 15 ans, et à Paris depuis 2019. Alors, on est une société spécialisée dans l'économie et la gestion de l'eau sur les parties privatives, donc après compteur. Alors, nos clients, ça peut être des collectivités, par exemple lorsqu'on intervient sur des stades, sur des bâtiments publics, sur des parcs ou des industriels, voilà, tout type d'industriels, et des bailleurs sociaux aussi, donc sur tout type de bâtiments. Et nous, ce qu'on recherche, c'est d'amener de la performance au niveau des consommations d'eau et de rejets. Alors, on a la particularité d'être à la fois bureau d'études, mais de réaliser des travaux d'optimisation et de gestion, et de faire de la maintenance. Ce qui fait qu'on est vraiment très transversal sur cette partie-là, et je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, comment ça se passe? Non, si tu peux revenir sur la première diapo encore. Donc, comment ça se passe rapidement? Donc, on doit, dans un premier temps, comprendre en fait le fonctionnement, comment ça fonctionne l'eau, ce qui expliquait très bien Aquacé tout à l'heure, c'est que l'eau c'est complexe et il faut comprendre comment ça marche. Il peut y avoir plusieurs étapes. Donc ça c'est notre métier, réaliser des diagnostics à la fois sur l'eau, sur l'assainissement, étudier, voir ce qu'on peut optimiser et comment le faire. Ensuite, on va essayer de proposer des solutions et déterminer quelles sont les priorités, quelles sont les solutions les plus efficaces en termes d'économie d'eau ou de gestion de l'eau et d'assainissement, et aussi en termes de rentabilité financière.
Ensuite, on va pouvoir proposer soit de faire, nous, mettre en place des solutions techniques, ou soit derrière de faire de l'AMO et de l'accompagnement de rédaction de cahier des charges, faire des appels d'offres, suivre tout ça et suivre donc les travaux ou les réaliser en fonction de ce qu'il y a à faire. Et surtout, ce qui est très important, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est mettre à disposition ensuite des outils pour la maintenance et pour le suivi, parce qu'on peut essayer de faire toutes les économies d'eau, toutes les optimisations possibles. Si on n'est pas alerté dans un temps très rapide des dysfonctionnements qu'il peut y avoir, une fuite, un problème électromécanique, si on n'a pas cette alerte, mais toutes les économies qu'on va essayer de faire vont être anéanties en quelques heures, en quelques jours. Donc, il faut avoir de la réactivité là-dessus. Donc, si tu peux mettre la diapo suivante, voilà. Donc, nous, on a depuis 15 ans, hein, ça fait 15 ans qu'on a cette entreprise. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'eau. Je fais de l'humanitaire aussi depuis des années. Donc, j'ai une vision très générale de l'eau et ce qu'on a essayé d'intégrer au niveau d'Agvo, c'est de faire une démarche de performance globale. Alors, la performance globale, c'est un peu ce qui est affiché là, c'est toutes les actions, donc de la télésurveillance, de consommation d'eau, de la géomatique. La géomatique, c'est des SIG, c'est des systèmes en fait de plans, mais un peu plus intelligents qu'AutoCAD, en fait, qui permettent de travailler plutôt en préventif qu'en curatif. C'est-à-dire d'avoir un outil qui permet vraiment de faire vivre et de faire fonctionner d'une manière assez simple tout le suivi et la maintenance des installations. Ensuite, on fait de l'hydroéconomie. Alors là, c'est de l'optimisation d'équipements sanitaires, trouver des ressources alternatives. Alors, ou de substitution, ça peut être des forages, ça peut être de la récupération d'eau de pluie, trouver tout un tas d'éléments pour pouvoir gérer la consommation d'eau, optimiser l'arrosage, optimiser l'assainissement, faire des diags, définir quels sont les points noirs, comment faire la maintenance dessus. Évidemment, il faut aussi regarder les normes sanitaires, donc l'entretien des clapets, des disconnecteurs, tout ce qui est suivi, réglementation, légionnelle, tout ça. Ensuite, évidemment, pouvoir être réactif quand il y a un problème de casse ou de fuite, et donc de pouvoir faire de la recherche de fuite et de la réparation le plus rapidement possible. Et au final, et après, faire tout ce qui est la maintenance des équipements en eau. Cette démarche, en fait, est globale et complète pour pouvoir être actif. Et donc, le smart là-dedans est très important parce que, encore une fois, si vous n'êtes pas connecté et si vous ne voyez pas rapidement les problématiques, vous attendez la facture d'eau en relevé de compteur, mais vous allez, toutes vos économies et toute votre démarche d'optimisation va péricliter. Donc, je ne pourrais pas avoir, parce que vous voyez, le temps passe très vite, on n'a que 5 minutes, d'avoir le temps de rentrer dans tous ces détails. Mais sachez que tout ce qui est télésurveillance et géomatique, vraiment, ça s'adapte en fonction des situations, en fonction du type de compteur, du nombre de compteurs, situation, ville, extra-urbain, site isolé. Donc, il existe des solutions un peu pour tout, mais c'est du cas par cas à chaque fois. Donc, voilà une présentation très rapide. Nos clients aujourd'hui, là je reviens par exemple de Guadeloupe où ils ont beaucoup de problèmes d'eau. Pas comme en métropole, là on a des problèmes vraiment de villes qui sont coupées, de sites industriels où il y a des problèmes d'eau, où il n'y a pas d'alimentation d'eau. Bon, les raisons, il y a plein de raisons diverses, politiques, maintenance, tout ça, mais on arrive à trouver des solutions pour les aider à performer. Et voilà. Et sinon, ici en métropole, ça fait depuis 10 ans, plus de 10 ans qu'on travaille avec Bordeaux Métropole, qu'on a des marchés d'optimisation, le département, on travaille avec des ports, on travaille à Paris avec RIVP, on est en train de mettre de la télérelève sur l'aéroport d'Orly, on travaille avec des bailleurs sociaux et des industriels. Voilà. 6 minutes, Ronan, c'est pas mal. C'est rapide. Merci. Donc, je vous invite à me contacter, vous avez mes coordonnées, et voilà, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail et je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça en détail. Merci. Toutes les coordonnées des intervenants vous seront bien sûr communiquées si vous avez besoin de les recontacter. Merci beaucoup, Colline. On va passer directement au prochain pitch avec notamment la société Brunata Zener avec Fabrice. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis désolé, ma caméra ne fonctionne pas, mais merci de nous avoir fait participer à ce webinaire. Alors, je fais partie de la société, je suis co-directeur général de la société Brunata France. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos racines remontent à plus de 200 ans pour trois principales sociétés qui sont vraiment les piliers du groupe, Brunata et Minolzener. Donc, notre histoire a commencé avec le développement d'appareils de mesure pour le comptage de l'eau. Et depuis, nous avons perfectionné nos connaissances sur les différentes formes d'énergie, leurs mesures et tous les services qui en découlent.
Le groupe compte un effectif aujourd'hui de 4200 employés dans le monde. Nous disposons d'une soixantaine de filiales à peu près, des partenaires locaux et nous exportons dans plus d'une centaine de pays. Notre histoire a été marquée aussi par de nombreuses inventions et brevets. Et pour poursuivre un petit peu ce voyage rempli d'innovations justement technologiques, c'est ce qui fait la transition sur tout ce qui est la Smart Water. Nous avons créé et investi dans plusieurs startups innovantes et ce réseau puissant est regroupé toujours sur l'expertise du groupe Brunetta Millenzener. Alors, Ronan, si on peut passer à l'autre slide, merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le compteur d'eau est vraiment le dernier maillon de la chaîne un petit peu sur un réseau d'eau. Depuis quasiment plus d'une vingtaine d'années, c'était quelque chose. Bonjour, monsieur Neble. Donc, alors, je suis en visioconférence, mais j'ai quelques minutes, je vais couper pour l'instant, Ronan, on t'entend. Je t'en prie. Donc oui, effectivement, les compteurs d'eau n'étaient pas forcément démocratisés et pas liés à leur juste valeur aussi un petit peu parce que comme tout fabricant de compteurs et comme toute fabrication de compteurs, ce qu'il faut savoir c'est que l'hydraulique c'est un mécanisme et dans le temps on a des problèmes de comptage. Donc les budgets de l'eau ont été ressortis il y a plus d'une vingtaine d'années au niveau des collectivités. Toujours lié avec un système de facturation qui est relié au trésor public aussi. Et donc, au départ, les méthodes de relève se faisaient manuellement avec des carnets qui étaient plus ou moins écrits. Donc, les choix des collectivités ont été de passer directement par des outils déjà de relève, des carnets de relève par des terminaux numériques portables, pardon. C'était pour limiter vraiment les erreurs de manuel, facturer au plus juste. Et c'est après que l'évolution s'est faite naturellement au niveau de la radio parce qu'on voulait gagner du temps et optimiser la relève pour avoir certaines informations aussi relatives aux consommations par le biais d'alarmes. Donc voilà pourquoi la radio est venue. Donc logiciel de facturation où on va extraire les données, on va aller directement sur le matériel de relève avec un petit émetteur-récepteur et on va relever le compteur connecté. Notre souhait, nous, au départ, a toujours été d'avoir des normes de transmission ouvertes. Voilà pourquoi on a intégré des technologies en ce qu'on appelle le Wireless and Bus OMS depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, qui permet de faire de la relève mobile, soit à pied ou soit éventuellement en véhicule, ce qu'on appelle le drive-by. Donc, pour cette transition un petit peu sur l'IoT, donc les besoins et les objectifs, on l'a bien compris justement par les autres participants. Les besoins des clients ont évolué. Changement climatique, risque d'inondation, pénurie des ressources, donc ça on le sait bien, on a vraiment une sensibilité par rapport à ça, et nos clients ont une vraie réflexion, une démarche vers la transformation digitale, et c'est l'un des enjeux de ces prochaines années, car pour être plus efficace, il faut les bons outils qui permettent de piloter à distance pour pouvoir anticiper et intervenir beaucoup plus rapidement. Ronan, le prochain. Merci. Donc, les solutions aujourd'hui qui permettent de faire tout ça, c'est une solution qui est de bout en bout. Il y a une chaîne de valeur qui est très particulière. On parle beaucoup d'IoT. On a parlé précédemment avec Acto de télérelève, c'est un petit peu ça. Donc, aujourd'hui, on parle plus de compteurs connectés, mais de capteurs connectés, c'est-à-dire que via la démocratisation aussi des technologies ouvertes et interopérables comme le LoRaWAN, par exemple, c'est celle que nous utilisons, on va pouvoir connecter un ensemble d'objets. Donc, on va pouvoir mettre des compteurs d'eau, effectivement, on va pouvoir mettre des vannes, éventuellement des sondes. C'est un portfolio de plusieurs milliers de produits qui existent aujourd'hui. Il y a différents fabricants, on peut mettre des poteaux d'incendie. Toutes ces données, après, vont transiter directement sur un réseau. Donc, on va installer des antennes qui vont permettre de réceptionner les données pour les envoyer directement sur un serveur. Donc, aujourd'hui, pour l'infrastructure, on peut mettre à disposition éventuellement un réseau privé pour la collectivité ou éventuellement, pour celles qui n'ont pas le personnel ou des DSI en interne, éventuellement, pouvoir mettre un réseau public que nous, on va pouvoir gérer à distance et ils vont pouvoir récupérer les données. Donc après, tout ça transite vers un serveur. Alors le serveur, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de technologies. On a parlé du LoRaWAN, on a parlé du Sigfox, on parle beaucoup du NB-IoT, du LTE qui vont arriver. Donc l'avantage, c'est d'avoir quelque chose, une plateforme multiprotocole justement qui puisse gérer directement toutes ces données. Les collectivités, les entreprises maintenant souhaitent avoir accès à une multitude de produits et d'ouverture. Donc c'est un choix qu'on a fait depuis quelques années maintenant. Et toutes ces données vont être analysées, traitées pour envoyer directement sur des API métiers.
Donc les applications métiers, ça peut être pour la facturation des eaux, pardon, du monitoring, pour aller après directement aux interventions et éventuellement directement sur des services liés, par exemple pour les collectivités, aux abonnés. Donc les compteurs d'eau connectés aujourd'hui, ça permet de suivre directement en temps réel et donc de détecter immédiatement par exemple les fuites, notamment sur les compteurs de sectorisation ou directement chez les abonnés, d'avertir l'abonné, de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement et de protéger un petit peu nos ressources. J'ai fait court, Ronan, c'est bon? Super. Je Merci. m'étonne moi-même. Je me doute, mais peut-être qu'il y aura des questions après et on pourra y revenir si. Avec plaisir. Merci en tout cas. Je rappelle que voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On pourra y revenir à la suite. On va passer directement au troisième pitch de solution avec la société Théo et notamment Syriac. Donc Syriac, même règle du jeu, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci Ronan, on peut y aller. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter notre solution de suivi des consommations d'eau. Donc déjà, je vais vous présenter Théo. Théo, c'est actuellement 17 personnes et 3 bureaux, donc à Bordeaux, à Lyon et à La Réunion. Donc nous sommes experts du management de l'énergie et de l'environnement. Nous accompagnons nos clients dans l'amélioration de leur performance énergétique et environnementale en proposant différentes solutions logicielles et des prestations de conseil. Donc en ce qui concerne la partie conseil, donc on va proposer des diagnostics organisationnels et puis sur l'énergie, l'eau, les déchets, les matières, ainsi que des accompagnements sur le décret tertiaire, par exemple, les bilans carbone, l'ISO 50001 ou l'ISO 14001. On peut passer à la suite. Et donc, en ce qui concerne la partie logicielle, donc on a développé notre propre logiciel de management de l'énergie et de l'eau qui permet de suivre vos consommations et également de piloter différents sujets transverses comme les plans d'action, la veille réglementaire ou encore la sensibilisation. Et également, on accompagne nos clients dans leur choix de leur solution de télérelève, donc le choix de matériel de comptage et du mode de communication associé pour pouvoir mettre en place un suivi de consommation efficace. Donc, par exemple, la première étape donc, pour mettre en place un suivi des consommations d'eau, donc le sujet du jour, c'est de télérelever déjà vos compteurs généraux. Donc là, ça va dépendre de votre fournisseur, mais généralement, il va falloir installer votre propre compteur, enfin vos propres compteurs pour pouvoir accéder à vos données, télérelever de manière, on va dire, autonome. Et après, l'étape suivante, c'est si vous avez des consommations importantes d'eau. Là, ça peut être intéressant d'installer des sous-compteurs pour pouvoir suivre les consommations d'équipements, d'installations ou de bâtiments en particulier. Là, il sera intéressant de choisir, il faudra faire attention à choisir des compteurs communicants ou en tout cas équipés d'émetteurs d'impulsion. Et après, pour récupérer ces données-là, donc plusieurs cas, on va dire, si vous avez, on peut revenir sur le slide avant, si vous n'avez pas beaucoup de compteurs ou si alors vous avez un parc de compteurs qui est vraiment très éclaté, là, plutôt privilégier des capteurs autonomes qui vont communiquer en Sigfox ou en LoRa, qui vont pouvoir vous envoyer les données vers votre logiciel de suivi. Ou sinon, si les compteurs sont plutôt regroupés ou si vous avez un grand nombre de compteurs, plutôt privilégier l'installation d'un réseau filaire ou radio centralisé vers une passerelle de communication qui pourra ensuite envoyer les données vers le logiciel de suivi. Donc ici, je vous présente la valeur ajoutée de notre logiciel. Donc déjà, c'est un logiciel qui est facile d'utilisation, d'installation. Il est en mode SaaS, donc il est accessible uniquement avec un identifiant, mot de passe et une connexion Internet. Il permet de suivre des indicateurs qui sont adaptés à votre activité, que ce soit des ratios en fonction de votre production, si vous êtes industriel, ou des ratios par mètre carré ou par occupant pour le secteur du tertiaire. Permet de suivre de recevoir des alertes mail de surconsommation, de générer des rapports personnalisés, d'avoir une gestion multifluide et multisite. Donc ça, c'est très important de pouvoir suivre dans le même outil les consommations d'électricité, de gaz et d'eau et tout un tas d'autres fluides. De pouvoir faire des analyses sur différents patterns, des analyses annuelles, mensuelles, journalières, des analyses à l'heure, etc. Et également, donc ça c'est très important aussi, pouvoir intégrer n'importe quel type de données, donc que ce soit n'importe quelle marque de compteur, à partir du moment où il peut communiquer, des données de facture, des données saisies manuellement, des données issues de GTC, etc. Je vais vous présenter quelques exemples de cas concrets. Donc ici, c'est l'exemple d'une entreprise
donc c'est l'exemple d'une fuite qui a été détectée sur une entreprise, donc qui n'aurait pas pu être détectée sans l'outil, parce que l'eau était totalement rejetée à l'égout et donc c'était invisible. Donc suite à une mauvaise manipulation de vanne d'un opérateur, on va dire on a eu une fuite d'environ 490 litres par heure, et avec une alerte automatisée, on a pu détecter cette fuite assez rapidement et la corriger en 4 jours. Donc, ce qui a généré une surconsommation de 56 mètres cubes d'eau. Mais sans logiciel de suivi et sans cette alerte, la fuite aurait pu se maintenir et générer jusqu'à 5100 mètres cubes de surconsommation par an. Autre exemple, donc ici je vous présente un histogramme avec des consommations mensuelles. Donc c'est le cas d'un client qui a mis en place un suivi de consommation début 2019. Donc avant, on va dire qu'il payait ses factures sans trop se poser de questions. Il y avait beaucoup de consommation, mais c'était plutôt stable, donc il ne s'était pas posé de questions jusque-là. Et à partir du moment où on a mis en place le suivi, on a pu analyser et identifier qu'il y avait une forte consommation les week-ends, donc quand il n'y avait pas d'activité. Donc là, c'est une fuite qui a été compliquée à identifier parce que c'était une fuite enterrée. Donc au bout de 4 mois, ils ont pu corriger cette fuite et économiser environ 3000 m3 d'eau par an. Dernier exemple, donc c'est ici je vous présente un histogramme avec des données journalières. Donc c'est le cas d'une entreprise qui consomme, on va dire, le week-end environ 300 litres par jour. Donc ça, c'est une activité normale pour eux. Et donc avec l'outil, on a pu identifier au bout d'un moment qu'il y avait une hausse anormale de ce talon de consommation qui pourrait atteindre environ 3000 litres par jour les week-ends. Donc ça, c'est une fuite qui a pris du temps à corriger aussi. En fait, c'était plusieurs fuites qui étaient en cause. Donc l'impact de cette fuite sur 4 mois, c'était environ 200 mètres cubes. Et si l'outil n'avait pas été là, il n'aurait pas pu détecter cette fuite-là, et ils auraient eu environ 985 mètres cubes par an en plus. Donc, en résumé, le suivi de consommation d'eau va permettre de comprendre vos consommations, d'identifier des pistes d'amélioration, de corriger les éventuelles dérives actuelles, et surtout de réagir très vite aux éventuelles futures dérives pour pouvoir intervenir très, très rapidement. Et ça va vous permettre de réduire en continu votre consommation et votre facture d'eau. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Cyriac. On a vu que ça a fait pas mal réagir dans le chat. On y reviendra et on répondra à ces questions à la fin des pitchs. Il en reste 2. Je vais demander maintenant à la société Kipoclui, notamment à Jacques-Albert Roussel, de prendre la parole, d'allumer son micro et sa caméra. Et puis, oui, bonjour à tous. Les mêmes règles du jeu, je te laisse la parole et n'hésite pas à me dire slide suivant. Impeccable. 40 minutes, hein, tu m'as dit. Oui, à 5 minutes. Bon, ok, je vais essayer d'être rapide. Merci de votre attention et merci de cette invitation. Ce qui nous importe, c'est de vous présenter notre entreprise. On existe depuis 17 ans. On est une entreprise spécialisée dans la récupération des eaux de pluie avec une offre complète de l'ingénierie jusqu'à la mise en œuvre. Ce qui est important dans l'eau de pluie, ce n'est pas la cuve, ce n'est pas l'image du jardin potager que nous avons tous, c'est l'ingénierie en amont qu'on doit positionner. Alors mes camarades ont parlé du constat, de la performance, de la mesure, c'est essentiel. Comment limiter les fuites, comment éviter le gaspillage, comment mesurer pour pouvoir agir. Notre entreprise se positionne sur un axe très complémentaire où la ressource aujourd'hui n'est pas suffisante, ça a été dit tout à l'heure par Aquacé, et que cette ressource doit être augmentée. La récupération des eaux de pluie, c'est le moyen d'avoir une ressource nouvelle de bonne qualité et qui a pour principal objectif de valoriser l'eau potable. L'eau potable, comme un de mes salariés explique la chose la fois dernière lors d'une réunion, il expliquait c'est quand même une hérésie de faire pipi dans l'eau potable. C'est un peu le constat qu'on fait. C'est peut-être un peu commun de dire ça, mais en fait, c'est un peu une hérésie de pouvoir utiliser de l'eau potable dans les toilettes, dans l'arrosage, dans les laveuses de sol, dans les arrosages de toitures végétalisées. On est à l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on veut proposer, c'est comprendre l'actualité et réagir à cette actualité, mais de façon pragmatique. On n'est plus dans une phase d'évangélisation, on est dans une phase pragmatique où on doit faire des chantiers, réaliser des économies, permettre une nouvelle ressource. Donc, on veut changer les choses pour vivre mieux avec moins, mais pas moins bien. Et c'est l'idée et l'approche. C'est-à-dire que le verre, par exemple, la végétalisation, fait partie du refroidissement de la ville.
fait partie des actions que les grands acteurs comme Leroy Merlin, Carrefour, etc. sont en train de mettre en place pour que leur parking soit refroidi. Et il n'y a pas de vert sans bleu. Et c'est l'objectif de notre entreprise de pouvoir apporter une ressource à ce nouveau besoin de refroidir. Donc, on veut répondre au changement climatique par l'innovation et on veut surtout que cette innovation soit partagée. Partagée, c'est-à-dire interopérable. Et on voit bien la connexion que Soltena met en œuvre aujourd'hui en faisant parler des acteurs qui sont soit dans l'audit, soit dans la mesure, soit dans la prospective. Et ça, c'est assez intéressant qu'on puisse tous être connectés et que cette donnée a une vraie valeur pour pouvoir agir. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, pour pouvoir agir et aller sur des solutions pragmatiques. La ressource en eau est menacée, ça a été très bien dit tout à l'heure. Ce qui est pour vous important, et c'est les axes de notre entreprise, c'est l'intelligence du bâtiment. On va parler des labels BREEAM, des labels LEED, des labels HQE, mais surtout de la RE 2020 qui va arriver. L'intelligence du bâtiment, c'est le bâtiment connecté qui va gérer son énergie et son eau. La mutualisation des ressources, parce qu'on va avoir des bâtiments avec des grands développements horizontaux, qui sont mitoyens de consommateurs d'eau qui n'en ont pas. Et l'idée, c'est de mutualiser cette ressource, donc il faut qu'elle puisse être identifiée et partagée. Les fermes urbaines, c'est un sujet assez intéressant puisqu'on se rend compte que le transport des végétaux pour la consommation représente un vrai coût sur la note carbone et que ça peut être intéressant d'amener l'eau et le verre au plus près des villes. Les zones de rafraîchissement, la végétalisation, les smart cities, la mobilité, l'autonomie d'eau, ce sont nos axes de développement actuellement. Slide suivant, s'il te plaît. 3 cartes qui sont très complémentaires l'une de l'autre. À gauche, vous avez le prix. Tout ce qui est très foncé est très cher. C'est le prix de l'eau au mètre cube. Au milieu, vous avez la pluviométrie. Il pleut en France entre 700 et 1000 litres au mètre carré de toiture chaque année. Et que cette pluie, elle tombe de façon aléatoire selon les régions. Soit elle est régulière, par exemple en Bretagne, régulière et peu abondante, soit très abondante dans des laps de temps très courts. Je pense principalement au Pays Basque. Donc, l'intensité de cette pluie, elle doit être anticipée. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir une moyenne nationale. La moyenne nationale entre deux pluies, c'est 21 jours. L'objectif de notre entreprise, c'est de pouvoir permettre 44 jours en autonomie. Et tout à l'heure, avant de pouvoir échanger avec vous, on est connecté à nos clients. J'ai fait un test sur tous nos clients qui sont connectés aujourd'hui. En pleine canicule, ils sont entre 45 et 65% de stockage d'eau de pluie disponible. Donc, le dimensionnement de la solution, c'est le point fort de notre entreprise. Sur la troisième carte de droite, et vous voyez la récurrence chaque année, c'est que grosso modo, on a les interdictions préfectorales chaque année qui interdisent les usages, parce que la ressource est perfectible, ça a été dit tout à l'heure. Slide suivant, s'il te plaît. Le cadre réglementaire, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il ne s'agit pas d'être Don Quichotte et de réinventer l'eau chaude. On doit valoriser l'eau potable en utilisant l'eau non potable qui est l'eau de pluie. Pour cela, une norme française qui est très claire. S'il te plaît, tu peux revenir en arrière. Je vais être rapide. Une norme française qui est très claire sur la réglementation, un arrêté du 21 août 2008 qui autorise l'eau de pluie et un projet de loi qui tente à rendre obligatoire la récupération des eaux de pluie. Le slide suivant, on a quatre labels qui sont intéressants, le BREEAM, le LEED, le HQE, le RE 2020. Ces labels induisent l'obligation de gérer ces eaux de pluie tant dans l'audit que dans les consommations, mais aussi dans la ressource. Et donc, la récupération des eaux de pluie est plébiscitée pour l'ensemble de ces labels. Slide suivant. Il va falloir faire très rapide, Jacques Albert, je suis désolé. D'accord. Nos innovations et nos ruptures techniques, quelques images qu'on va passer rapidement. En amont, on a un bureau d'études qui va dimensionner l'ensemble du volume idéal et on va aller chercher l'efficience parce qu'il s'agit de faire des économies d'eau. C'est notre but principal. Donc, pour faire des économies d'eau, on va dimensionner le volume idéal. On a nos propres produits dont on est fabricant, des gestionnaires connectés de récupération des eaux de pluie. Ils sont protégés pour la sécurité informatique, c'est un vrai sujet aussi. Ces gestionnaires d'eau de pluie permettent de couvrir l'ensemble du besoin eau non potable dans le bâtiment. Et à droite, vous avez les filtres qui vont permettre de filtrer les eaux de pluie pour avoir une eau de bonne qualité. C'est une eau non potable, mais on doit avoir une eau de bonne qualité dans les toilettes, dans l'arrosage pour éviter les colmatages. Voilà, tu peux passer rapidement ces photos, c'est pour illustrer les filtres. Voilà, des fils qui peuvent prendre des grands, reviens en marche arrière s'il te plaît, des fils qui peuvent prendre des grands diamètres, on peut prendre des DN400, donc on peut prendre jusqu'à 5000 m² de toiture en une seule fois, avec une très faible perte altimétrique entre le fil d'eau d'entrée et le fil d'eau de sortie. Suivante.
Donc, un gestionnaire qui est connecté, soit par carte SIM, soit sur RJ45 en mode bus, paramétrable dans l'ensemble, qui fait de la détection de fuite, qui va gérer la légionellose avec des autovidanges, qui va pouvoir être avec un faible encombrement et avec des débits et des pressions importantes de l'ordre de 14 mètres cubeurs de 4 à 6 bars. Donc, beaucoup de collèges ont été équipés en Gironde. On équipe beaucoup de municipalités. On a équipé les villes de Bourg-la-Reine. On équipe tous les Kiloutou. Et vous avez ici le reporting qui se trouve juste dans notre bureau d'études où on a l'ensemble de nos clients qui sont connectés et sur lesquels on peut prendre la main à distance. Ça, c'est une base de données assez intéressante qui nous permet, et je vais aller sur le slide suivant, qui va nous permettre de faire un dimensionnement précis du besoin. On va connecter notre système sur la GTC globale et on va être dans le suivi et dans le contrôle de l'ensemble des solutions. Slide suivant. On est en format BIM et donc on peut s'intégrer directement au bâtiment industriel et on va travailler sur les limites de prestations pour que le client ne paye pas 3 fois les choses et qu'on soit intégré de façon normative au bâtiment. Le refroidissement de la ville, c'est un vrai sujet. Eh bien, le Kipovision qu'on a développé il y a maintenant 3 ans vient s'associer au KipoGreen qui va récupérer les eaux de pluie qui sont fraîches en sous-sol et qui va les distribuer avec un algorithme qu'on a mis au point directement sur 2500 mètres carrés pour abaisser de 4 à 5 degrés la chaleur ambiante. Donc, le Kipovision est associé à des stations météo. On va relever l'indice, les UTCI, c'est-à-dire l'indice de chaleur sur le site, et on va déclencher ce refroidissement avec le KipoGreen. Ce produit est en analyse de l'eau, sachant que l'eau de pluie a une vraie qualité. Il a un pH qui est très intéressant pour le végétal parce qu'il est directement assimilable. Et le Kipovision et le KipoGreen vont vous permettre d'agir concrètement pour l'économie d'eau et le refroidissement de la ville. En 15 secondes, les références? Voilà, les références. On a fait 27 Leroy Merlin, 54 McDonald's, on équipe les Lidl, qui sont très précurseurs dans ce domaine, dans le domaine de l'économie d'eau et de la végétalisation de leur parking. Beaucoup de références depuis 17 ans, avec un vrai savoir-faire, puisqu'on maîtrise de l'ingénierie, toute la partie technologie. Ce sont nos propres produits qui sont brevets. On a 4 brevets européens jusqu'à la mise en œuvre. Voilà, c'était un sprint. C'était un sprint, désolé, mais voilà. Non, mais on a beaucoup de choses, on est un peu passionné par le sujet, et quand on voit que c'est des solutions qui peuvent apporter une nouvelle ressource, c'est intéressant d'essayer de dire le plus de choses possible. On y reviendra, je pense, pendant la période d'échange juste après le dernier pitch d'Ecometric. Merci en tout cas, Jacques-Albert, pour ton intervention. Mathias, je vais te laisser la parole pour le dernier pitch. Oui, c'est bon. Tu vas t'amuser avec mes slides, du coup. Bon, bonjour à tous. Merci, Ronan, pour l'invitation à Soltena pour l'organisation du webinaire. Donc, je suis Mathias Mondran, je suis président et cofondateur de la jeune société Ecometric, par rapport à mes collègues. Donc, nous, on est spécialisé en fait dans la mise à disposition de dispositifs et de prestations pour le suivi des micropolluants. Donc, nous, notre cœur de métier, on parle des micropolluants, c'est tout ce qui est résidus pharmaceutiques, hormones, pesticides. Les métaux aussi, en fait, ça englobe la famille des perturbateurs endocriniens. Donc, ces micropolluants, ils ont différentes sources, on le sait à peu près tous, de toute façon, que ce soit privé ou professionnel. Même dans le privé, on ne s'en rend pas forcément compte. On pense tout de suite au jardinage, au glyphosate, ce genre de choses. Mais la moindre crème solaire, ce genre de choses, contient énormément de perturbateurs endocriniens. Donc, la problématique ici, des micropolluants, c'est bon, Ronan, elle est diverse. La première, c'est qu'on observe une toxicité à faible dose sur ce type de molécules et on sait qu'aujourd'hui, il y a de réelles attentes politiques et sociétales qui montent sur cette thématique. Le deuxième point, c'est qu'on observe une augmentation de la contamination des masses d'eau. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un bel exemple. On sait que le stress hydrique va entraîner un stress sur les ressources qui existent aujourd'hui. Donc, on va essayer d'aller chercher de nouvelles ressources en eau à droite, à gauche, mais du coup, entraînant une pression beaucoup plus forte sur les ressources qui restent. Et enfin, troisième point, on observe une grande variabilité dans les concentrations. Donc ici, vous avez par exemple une courbe de concentration assez normale de micropolluants. Donc on voit très bien que c'est très variable. Ce qui est fait aujourd'hui pour suivre les micropolluants, c'est du prélèvement ponctuel. On voit ici les prélèvements, par exemple, qui ont été effectués à 10, 20 et 30 jours. Si on a juste un prélèvement ponctuel, donc un flacon qui représente une seconde de la vie de la masse d'eau, on va en conclure quoi, tout logiquement? Que la qualité ici, elle va s'améliorer.
Or, on voit que ce n'est pas le cas. L'information qu'on a, elle n'est pas bonne. Donc, pour pallier cette problématique, nous, on utilise ce qu'on appelle des échantillonneurs passifs. Donc, c'est des dispositifs comme vous voyez ici, qui vont être déposés dans les masses d'eau à analyser, que ce soit des rivières, ça peut être mais aussi des lacs, ça peut être en industrie. C'est bon, Ronan? Du coup, ils vont être déposés pendant généralement 15 jours en fonction de la masse d'eau. Ils vont être beaucoup plus représentatifs. Pourquoi? Parce que pendant 15 jours, ils vont accumuler tous les micropolluants qui passent. C'est-à-dire qu'avec le prélèvement ponctuel, s'il y a un rejet 1 heure après, ben, je ne suis plus là. S'il y a un rejet 2 heures avant, il sera dilué. Là, vraiment, on a une représentativité temporelle de la qualité de la masse d'eau qu'on analyse. Deuxième point, on a une détection qui est améliorée. Parce qu'encore une fois, vu que ça va rester pendant une certaine période, en fait, ça va accumuler pendant toute cette période. On est capable, notamment si on travaille avec du doliprane 1000, on est capable de détecter 1 gramme de doliprane 1000 dans 11 millions de mètres cubes avec ces dispositifs. 11 millions de mètres cubes, ça fait 400 piscines olympiques. Donc, on a vraiment des limites de quantification qui sont extrêmement faibles. Et troisième point, on a plus de rentabilité parce qu'en fait, on a une information de qualité. Comme je vous ai dit, ils peuvent rester 15 jours dans une masse d'eau, c'est-à-dire qu'avec 2 échantillonneurs, en fait, on fait le suivi complet d'un mois. Donc, en fait, c'est plus cohérent parce que l'information est de meilleure qualité, c'est plus écologique parce que les capteurs sont à 80% réutilisables et enfin, du coup, c'est plus économique. C'est bon. Voilà, nous, notre expertise, en fait, elle se trouve sur toute la chaîne de la prestation, à savoir la fabrication des capteurs, le déploiement, la stratégie d'échantillonnage. On peut venir déposer les capteurs, les récupérer, on démonte ça en laboratoire, on analyse, on fait les interprétations de tout ça et on fait aussi ce qu'on appelle des cartographies interactives. Tu peux passer. Donc, en fait, l'idée, c'est que vu qu'on peut faire un suivi sur le plus ou moins long terme, 1 semaine ou 15 jours, c'est de fournir des données régulièrement, notamment pour les collectivités. Là, c'est des exemples fictifs, on ne va pas présenter des données réelles. Et en fait, avec ce type de cartographie, on peut suivre dans le temps l'évolution de la qualité de notre masse d'eau avec des indicateurs qui sont définis avec l'utilisateur. Là, ici, on a choisi de mettre les pesticides, les résidus pharmaceutiques, par exemple, avec les grandes familles. Mais après, ça, tout se paramètre en fonction des besoins. Donc là, il y a les données générales, mais on peut aussi accéder à toutes les données. Bon, forcément, les gens ne vont pas tous vouloir connaître la quantité en nanogrammes par litre d'acétochlore. L'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt est de pouvoir, pour les néophytes, avoir une idée globale en fait, de la qualité avec des indicateurs généraux, mais aussi pouvoir rentrer dans la donnée pour vraiment comprendre ce qui se passe. Dans une optique à la fois de communication, ça peut être pour les collectivités, et de transparence. Parce que ce genre de carte, en fait, c'est un simple fichier HTML qui est partageable. Et on peut facilement le partager. Il n'y a pas besoin d'avoir des logiciels de carto ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est bon. Oula, ça. Il y a eu quelques modifications là quand même. Du coup, nous, on a vraiment 3 grandes choses. C'est le diagnostic de pollution, donc établir des stratégies d'échantillonnage pour suivre au mieux, en fait, tracer au mieux les sources de contamination. On a aussi le suivi de qualité. Donc là, on est plus sur du long terme. Donc, c'est du déploiement avec moins de capteurs. Mais par contre, sur le long terme, avec des abonnements, ça peut être mensuel ou annuel. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on forme l'utilisateur à l'utilisation des capteurs. Ensuite, l'utilisateur est indépendant et tous les 15 jours, on a un système de navette en place où l'utilisateur va déposer son capteur, nous le renvoyer. Nous, on fait l'analyse. Au fur et à mesure, on lui fournit les données. Et bien évidemment, on fait du sur-mesure sur l'étude des micropolluants. Donc, je pense que je suis dans le timing. Donc, si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées là. Et puis, je suis encore là pour échanger avec vous. Parfait. Merci beaucoup, Mathias. Et désolé pour ce dernier slide. Pas de souci. Je vais remercier tous les intervenants déjà pour d'avoir joué le jeu, de cet exercice pas simple du pitch. Je vous invite à nous faire vos retours aussi pour savoir si vous avez aimé cet exercice et vous, les inscrits, si vous avez aimé ce format ou si vous préférez plutôt un autre pour les prochains webinaires qu'on proposera. Juste pour conclure, et après on va passer à la partie questions-réponses, échanges. Comme je l'ai dit, ce webinaire il est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et les 2 agences de l'eau, à savoir l'agence de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Je vous ai mis des contacts de conseillers chargés de mission, chefs de projet qui peuvent vous aider
Si vous avez des questions sur un accompagnement ou sur des aides régionales, c'est pas forcément l'objectif de ce webinaire, mais des fois on en fait, on en parle. Et donc je tenais quand même à préciser qu'il y a des gens sur le territoire néo-aquitain qui peuvent vous aider dans votre démarche de transition hydrique. Donc n'hésitez pas à les contacter, vous aurez bien sûr leurs coordonnées. Et je les remercie d'avoir soutenu ce webinaire. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes quand même. Et je vais peut-être laisser la parole directement. Je vois qu'il y a une question de Monsieur Verdier Jérôme. Je crois que c'est à destination de Syriac, donc de la société TEO. Est-ce que vous voulez la poser? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous voulez la poser en direct? Ou si vous voulez, je peux le faire. Alors, peut-être... Ouais, je suis là, si vous m'entendez. Ah, je vous laisse la poser directement alors, je vous en prie. Ouais. En fait, la question, aujourd'hui, on parle beaucoup de remontée d'informations. Et effectivement, on avait commencé à mettre en place, nous, des systèmes avec le LoRa. Il y a eu une grosse annonce il y a quelques temps de ça de Bouygues sur son réseau LoRa opéré, en fait, qui allait s'arrêter. Donc, plus de renouvellement possible à partir de la fin de cette année et arrêt du réseau complet en 2024. Donc, quelle est la pérennité en fait de ce réseau-là en réseau opéré? Oui, alors du coup, je vous remercie pour votre question. Alors moi, je ne suis pas du coup spécialiste du réseau LoRa en particulier, vu que nous, on se place plutôt en intégrateur de solutions, on va être capable de traiter n'importe quelle donnée, d'où qu'elles viennent. De ce que j'ai compris de cette annonce-là, c'est du coup ObjetNews qui a arrêté son réseau LoRa, mais les autres objets qui communiquent en LoRa vont pouvoir continuer à fonctionner ou... Uniquement en fait par le réseau Orange aujourd'hui. D'accord. Par contre, voilà, vu l'annonce de Bouygues et le nombre d'objets connectés qu'ils avaient aujourd'hui sur le territoire, il va falloir basculer tous ces produits-là chez Orange. On n'a plus de choix en fait d'opérateurs, on n'a plus que Orange, jusqu'à ce que le NB-IoT ou d'autres solutions se développent. En fait, c'est quelle va être la pérennité, quelle va être la vraie pérennité de ce réseau-là. LoRa, si tous les clients après qui s'équipent aujourd'hui sur cette communication-là doivent passer sur des gateways en fait pour faire du réseau privé, ça va devenir compliqué. L'intérêt en fait, c'était le coût par rapport à un réseau GSM. Tout à fait. Alors, ce que j'ai vu, c'est que ObjetNews proposait de changer tous ces équipements qui étaient en LoRa, de les passer avec leur nouvelle technologie. Après, ce qui est important, c'est quand on a un grand parc de capteurs, c'est toujours de diversifier le type de matériel qu'on va avoir et le type de communication. Parce que forcément, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un réseau qui s'arrête ou autre. Et là, les alternatives à des passerelles, on va dire moins bien que du LoRa, enfin plus compliqué à faire fonctionner que du LoRa, il y a le Sigfox du coup qui continue à fonctionner. Donc là, c'est peut-être d'avoir le parc qui est partagé entre le Sigfox et entre le LoRa. Et du coup, peut-être le nouveau réseau de ObjetNews avec Bouygues. Ok. Je vois que le sujet intéresse de nombreuses personnes. Si il y en a d'autres qui veulent allumer leur micro et rebondir sur ce qui s'est dit, c'est le moment, je vous en prie. Notamment peut-être Anthony, voilà, tu marques que c'est un vrai enjeu. Si tu veux ajouter quelque chose ou poser ta question, tu avais posé une question et partagé un document. Si tu veux prendre la parole maintenant, n'hésite pas. Oui, merci Ronan. Oui, sur les réseaux, c'est juste en fait pour compléter, mais c'est vrai qu'il y a des vrais questionnements sur justement sur ces réseaux supports de données et de data. Là, j'ai appris récemment que effectivement Orange annonce la fin de la 3G en 2028 et je crois que la 2G c'est en 2025 ou 2026 de mémoire. Donc effectivement, c'est la question vraiment se pose. L'autre question aussi, moi qui plutôt la remarque, c'est plutôt sur les problématiques d'interopérabilité justement des systèmes. Je suis complètement convaincu que la data et la donnée, c'est extrêmement important pour le futur. Et je rejoins un petit peu ce que présentait Jean-Emmanuel au début. Mais effectivement, on a plein de systèmes, on a plein de plateformes qui existent.
et plein de réseaux supports. Quid de cet afflux de données et comment l'analyser et comment être en capacité de l'analyser. Et je pense notamment aux collectivités, comment elles vont faire dans le futur. Voilà. Donc c'est plus une remarque générale qu'une question précise. Cyriac, merci Ronan. Tu veux rebondir dessus? Oui, juste à ce sujet, ce que je voulais dire, c'est ce qui est important d'avoir, c'est une démarche progressive et pragmatique en fait sur le sujet. C'est pas forcément il faut avoir un système qui est des systèmes qui sont adaptés à ces ressources et les ressources qui sont dimensionnées forcément en fonction de ces enjeux. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque sur cette équation-là, ça va pas fonctionner. Si on n'a pas suffisamment de capteurs par rapport à sa facture énergétique ou sa facture d'eau, on ne va pas pouvoir monitorer correctement et s'améliorer en continu. Et si on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour pouvoir suivre l'ensemble de son parc de compteurs, l'analyser, mettre en place les actions et vérifier que les actions sont efficaces, là, ça ne marchera pas non plus. Effectivement, il faut que ça soit cohérent de bout en bout pour pouvoir fonctionner et pouvoir améliorer en continu sa performance énergétique environnementale. Et l'outil doit permettre de faire gagner du temps avec les alertes et les rapports automatisés. Si nos autres intervenants veulent rebondir, n'hésitez surtout pas, hein, prenez la parole, c'est le moment. Mais sinon, je vais passer la parole à Pierre-Henri, qui a beaucoup à dire, avant de passer peut-être sur la partie gestion des eaux pluviales. Je te laisse la parole, Pierre-Henri. Oui, je te remercie. Je voulais juste compléter sur les réseaux. J'étais en train d'écrire les réponses dans le chat. J'ai vu que Fabrice aussi voulait intervenir à un moment donné par rapport à ça, parce que je sais que il utilise pas mal les réseaux bas débit. Alors, juste pour redire à l'oral rapidement ce que je disais par écrit, donc le réseau LoRa est un réseau qui est principalement français à la base, qui est créé par une alliance, qui va tendre, à mon avis, à perdurer un petit peu, même si Bouygues l'abandonne. Pour l'instant, a priori, donc c'est Orange, après, qui a aussi une offre LoRa a priori, indépendante. Et ça pourra éventuellement être repris, mais il faut savoir aussi que LoRa a l'avantage de pouvoir être déployé seul, sans s'appuyer sur un opérateur. Bon, évidemment, ça veut dire qu'il faut mettre des antennes et des poteaux partout. Ce qui, pour une régie étendue, je l'entends, c'est pas forcément simple. Après, par rapport au NB-IoT, LoRa est encore pour l'instant moins gourmand en énergie. NB-IoT, cela dit, est beaucoup plus international, c'est beaucoup plus répandu si on dépasse les frontières de la France. Et ça a l'avantage aussi d'utiliser les mêmes infrastructures que les réseaux cellulaires, donc 3G, 4G, 5G. Donc peut-être qu'il y a plus de facilité et d'avenir sur un tel réseau pour les objets connectés. Mais là, je vais laisser aussi les fournisseurs comme Zener répondre aussi par rapport aux objets. Je pense que ça vaut le coup de les entendre. Merci Pierre-Henri. Je pourrais t'embaucher presque. Non, mais tout est dit. Alors, moi, je voulais revenir par rapport à ce que disait, la demande de Jérôme un petit peu, effectivement. Le LoRa va perdurer. Je pense qu'il y a des enjeux économiques déjà au départ par rapport au Genus et effectivement Orange. Pourquoi le NB-IoT? C'est qu'ils peuvent s'appuyer directement sur les infrastructures cellulaires, ce que disait Pierre-Henri. L'Alliance LoRa est assez conséquente en termes de partenaires et de membres aujourd'hui. Aujourd'hui, la NB-IoT, oui, les compteurs d'eau, nous par exemple, on a des compteurs en NB-IoT, mais qui sont adressés principalement sur le marché asiatique. Il y a deux marchés qui s'affrontent un petit peu au niveau mondial, que ce soit le LTE ou le NB-IoT, aussi bien les Américains que les Chinois. Technologie française pour le LoRaWAN, donc oui, ça va perdurer. Il y a des possibilités aujourd'hui de reprendre les infrastructures et les points d'accès directement de chez Opgenus pour faire passer sur du réseau privé. Il y a deux alternatives aujourd'hui qu'on peut proposer éventuellement, hein. C'est soit construire éventuellement un réseau privé, mais là il faut une structure comme une métropole, une agglomération ou une communauté de communes éventuellement qui a un service DSI à l'intérieur qui peut prendre la main. Ou éventuellement, des sociétés annexes peuvent gérer l'infrastructure et les réseaux et les données aussi. Donc, le LoRa va être pérenne dans le temps, c'est pas un souci. Et ce que je peux dire en complément de ce que disait Pierre-Henri, effectivement, c'est que le LoRaWAN est une des technologies qui a un taux de pénétration, et notamment on va parler pour les compteurs d'eau, par exemple, qui a un taux de pénétration dans les bâtiments qui est beaucoup plus important que d'autres produits. De plus que ça, c'est moins énergivore effectivement que le NB-IoT. Super, merci beaucoup.
Je vois que j'ai alors un autre Fabrice, Vido, qui voudrait peut-être prendre la parole ou soulever une autre problématique. Je vous laisse peut-être allumer votre micro si vous pouvez. Ah, je suis en open space. Donc, je vais lire la petite question. Je soulève une autre problématique. Les acteurs concessionnaires de DSP se limitent à des courriers écrits pour alerter des fuites. L'installation d'un compteur privé peut être souvent être onéreux, surtout s'il est enterré à 1,5 m de profondeur, souvent plus cher que la fuite subie. Donc c'était une remarque. S'il y en a. Oui, Cyriac? Oui, je peux peut-être intervenir. Après, le compteur, si ça peut être compliqué de le mettre en parallèle du compteur fournisseur, ça peut être, pourquoi pas, de mettre en place des sous-compteurs un peu plus loin, qui seront peut-être plus faciles à installer et moins chers. Ça peut être une alternative. Alors, merci beaucoup Cyriac, merci à tous. On va passer, j'ai des questions sur la partie eau de pluie, donc ça va peut-être concerner Jacques Albert, mais oui. les autres peuvent prendre la parole aussi avec grand plaisir. J'ai une question de Monsieur Gargaros Philippe. Alors, je ne sais pas s'il veut la poser lui-même ou sinon je la poserai. Est-ce que si vous pouvez allumer votre micro et la poser directement? Ou peut-être que vous êtes en open space aussi. Je vais la poser du coup, je ne sais pas si M. Gargaros est encore là, mais alors, quelle conception de système de récupération de pluie doit-on privilégier? Une cuve avec pompe immergée et appoint en AEP dans la cuve ou cuve avec module aérien comportant la pompe? Ok. Ronan, je peux passer un slide là ou pas? C'est compliqué? Oui, non, ça peut être possible. Je vais arrêter. Ce sera plus simple à expliquer. Je vais arrêter ma présentation et tu peux… Merci, vous avez très bien posé la question. Excusez-moi, j'étais en communication. Merci beaucoup. C'est exactement ma question. Plutôt module aérien ou plutôt pompe immergée pour éviter peut-être des problèmes de cavitation? Alors, Jacques Albert, tu peux mettre en haut, tu as un bouton. Alors, attends, je vais essayer de… Je regarde si j'arrive. Non, j'y arrive pas. On va y arriver, désolé. En haut à droite, tu as un bouton partager. Normalement, tu peux partager ton écran. Bon, écoute, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est une question qui est assez intéressante parce qu'elle est assez récurrente. Donc, on ne prend que les eaux de pluie météorite, c'est-à-dire celles qui tombent sur la toiture. Ces eaux de pluie sont stockées après filtrage dans un volume de stockage. Et la question, c'est comment on va les distribuer dans le bâtiment. La réglementation est très claire. Il faut la séparer du réseau d'eau potable. Et il ne doit pas y avoir de connexion. J'enfonce une porte ouverte, mais ça permet de restituer. C'est un point essentiel. On a deux réseaux, on a un réseau d'eau de pluie et un réseau d'eau potable. La disconnexion entre les deux réseaux interdit tous les bypass et toute connexion entre les deux réseaux. Ça n'a pas de souci. C'est une hérésie d'utiliser une électrovanne en eau de cuve en cas de déficience d'eau de pluie, de remplir la cuve avec de l'eau potable. La vraie valeur ajoutée, c'est la place disponible pour la pluie. Donc, l'électrovanne en eau de cuve qui va au gré d'un flotteur va dire j'ai plus d'eau de pluie, donne-moi de l'eau potable et je la stocke dans ma cuve, c'est une hérésie. C'est une hérésie pourquoi? Parce que l'électrovanne est loin des yeux, elle ne peut pas être contrôlée, à part qu'elle soit connectée à un système, elle ne peut pas être contrôlée. Donc, si elle reste ouverte parce qu'elle est en panne, on a un dégât des eaux majeur et une perte en eau colossale. Donc, il faut amener la gestion des eaux de pluie dans le local technique avec une décharge libre, une garde d'air, exactement comme dans vos toilettes, entre l'eau de pluie et l'eau potable. D'accord. Ah, voilà. Une surverse, mais qui respecte la norme N1717. Cette surverse va permettre d'avoir un réservoir tampon qu'il faut suffisamment important pour répondre au coefficient d'instantanéité. Ça veut dire que quand vous êtes dans une école, si tous les élèves sortent en même temps et appuient sur la chasse d'eau, et que si vous mettez un ballon tampon de 100 litres, le premier qui arrive aura de l'eau, mais le dernier n'en aura pas. Donc, nos systèmes sont avec des réservoirs de 500 litres pour justement compenser pour pouvoir répondre à ce coefficient d'instantanéité et se recomplètent de façon automatique pour venir, le cas échéant, pallier un déficit en eau de pluie. Mais l'objectif, c'est de ne pas l'utiliser du tout et d'utiliser que de l'eau de pluie. Non, mais ça, on est d'accord, mais ça veut dire que donc, dans votre module, vous avez un ballon de 500 litres d'appoint en eau potable qui vient, si jamais vous avez plus d'eau dans votre cuve. Un réservoir qui est intégré, si j'avais la possibilité de vous montrer la photo, ce serait mieux, mais un réservoir intégré qui permet
Donc vous faites également un appoint en eau potable quand vous avez plus Absolument. de pluie. C'est la même hérésie, sauf qu'on ne la place pas au même endroit. Ah, c'est pas la même hérésie. Non, c'est pas la même hérésie. C'est de remplir les cuves que vous avez achetées, que le client a achetées. Il a pris 30, 40, 50 mètres cubes et de remplir 50 mètres cubes même à une hauteur de 2 mètres, je trouve ça pas normal parce que le véritable enjeu, c'est que quand on arrive en fin de cuve et il y a une pluie, j'ai parlé de moyenne tout à l'heure de 21 jours, notre objectif c'est 44 jours, donc il faut des volumes suffisamment importants pour couvrir un manque d'eau de pluie pendant cette durée. D'accord. Je pense que ça va répondre à la question. Mais après, il suffit de régler nos poires pour faire en sorte de ne pas mettre un volume énorme d'eau potable dedans. Oui, mais bon, c'est parce que vous pouvez toujours, mais c'est pas ce qu'on fait. Et après, juste sur les problèmes de cavitation, en ayant une crépine et une pompe aérienne, vous n'avez pas de problème de cavitation si jamais vos filtres ont mal fonctionné et qu'on a un peu de merdouille qui vient de se mettre sur la crépine. Non, dans des distances inférieures à 20 mètres, il n'y en a pas, parce qu'on a des systèmes qui permettent de ne pas en avoir. Et sur des distances qui sont supérieures, on vient de faire par exemple la plateforme JCRAM de Bouville, 65 000 m² de toiture. On est à des distances de 170 mètres du local technique. Et à ce moment-là, on refoule les eaux vers le gestionnaire pour remplir ce réservoir tampon. D'accord, donc double pompe. OK. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Pierre-Henri, tu avais peut-être la volonté aussi de rebondir sur cette partie haute pluie. Oui, mais c'était un constat plus global et qu'à mon avis, on vous oppose régulièrement, c'est qu'en diminuant la consommation d'eau potable, on augmente le temps de stagnation dans les réseaux d'eau potable avec potentiellement l'obligation de faire des purges régulières des réseaux d'eau, ce qui est un peu dommage. Hein. Après, moi, je suis pour l'utilisation de l'eau de pluie, mais comment est-ce que vous voyez les solutions globales à cette problématique? Donc, pour répondre à cette question, on n'est jamais dans le réseau d'eau potable. On est sur un réseau séparatif. Donc, notre système, nos clients en général peignent leur réseau en vert, hein, pour être très clair. On a un réseau bleu, tous les tuyaux sont peints en bleu, c'est l'eau potable. Et on a un réseau vert qui est peint en vert, c'est la réglementation qui l'impose, qui est un réseau d'eau de pluie, donc on n'a pas cette problématique. C'est pas trop ce sens de ma question, c'est plus une question globale, parce qu'en utilisant plus l'eau de pluie pour des usages où on n'a pas besoin d'une eau de qualité sanitaire, on utilise donc moins d'eau de qualité sanitaire. Et donc, les opérateurs des réseaux d'eau publique, eux, pour garantir la qualité sanitaire de leur eau, vont être obligés de faire des purges plus fréquentes sur leur réseau. Donc, de gaspiller de l'eau. Est-ce qu'il y a une solution globale? Alors, ce n'est pas à vous de me répondre, puisque votre système ne peut pas le permettre. Non, je ne suis pas spécialiste du sujet. Voilà. Non, bien sûr. C'est une question globale. Bon. Après, les réseaux vont être dimensionnés par rapport aux besoins. Alors, on ne peut pas refaire les réseaux dans les villes. Hein. Oui, on soustrait un besoin de laveuse, de toilette. Le réseau sera dimensionné en conséquence et de fait, je pense que la problématique d'hydrocurage, en fait, c'est ça, hein, c'est l'autocurage. C'est ça que vous évoquez ? Non, c'est que l'eau potable, s'il y a peu de consommation, elle stagne plus longtemps dans les réseaux, donc elle est de moins bonne qualité sanitaire. Il y a peut-être des gens qui peuvent aussi intervenir là-dessus pour répondre à cette question qui est encore une fois très globale. Hein, Colline, je t'en prie, ton micro, hein, si tu veux intervenir. Oui, alors justement, c'est un problème très intéressant parce que ce problème-là d'autocurage des réseaux d'eau potable, on peut dire que la même chose sur les réseaux d'eau usée, en fait. Le gros problème, c'est que si on amène de l'économie, aujourd'hui, l'autocurage des réseaux d'eau usée se fait par l'apport. Vous m'entendez? Oui. Se fait par rapport au rejet des eaux qu'on envoie sur le bâtiment. Moi, je trouve que ça fait, on retrouve. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, je crois. De couleur gris, entre guillemets. Hop, c'est bon. C'est bon? Oui, donc on a le même problème sur l'autocurage des réseaux d'assainissement et qui vont amener dans le futur des problèmes de développement d'H2S dans les réseaux, des problèmes d'odeur. Ces problèmes d'autocurage, c'est l'avenir. Et on peut aller même plus loin. Les économies d'eau aujourd'hui font l'eau paie l'eau. Donc, quand on économise l'eau, quelque part, on apporte moins d'eau au gestionnaire public d'eau qui va derrière avoir des problèmes de financement, de renouvellement du réseau. Parce que, voilà. Mais alors, quel est le bon sens? Quelle est la justesse? Et ça amène derrière une autre question, est-ce que l'eau est assez chère? C'est ça le gros problème aujourd'hui, en fait, au final. C'est que l'économie d'eau, en fait, va créer des problèmes pour les gestionnaires publics de l'eau. Et on arrive sur un autre sujet. Mais le bon sens, et je parle du bon sens, comme ça a présenté à quoi c'est dès le début, l'eau potable aujourd'hui, c'est une source très rare et qu'il faut protéger.
Donc, tout ce qui est entretien des réseaux, d'eau usée, d'eau potable, autocurage, prix de l'eau, renouvellement des réseaux, évidemment, ce sont des questions qu'il va falloir poser dans les prochaines années. Mais la priorité, c'est de préserver l'eau potable. Allez, moi, je fais de l'humanitaire. C'est une hérésie, on disait tout à l'heure, d'avoir de l'eau potable dans les toilettes. C'est une hérésie aujourd'hui de continuer à laver des véhicules, d'arroser des tramways. Voilà. Donc, le bon sens, et là on l'appelle au bon sens, c'est de préserver l'eau potable, trouver des eaux de substitution et peut-être, derrière, dans les années à venir, à changer la politique et la gestion au niveau du prix de l'eau. Merci pour ces réponses. Merci à tous. Je vois qu'on arrive à la fin des questions-réponses. J'espère que ce webinaire aura été instructif pour vous, que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi, je tenais à remercier, un grand merci à l'ensemble des intervenants, mais aussi à l'ensemble des inscrits qui ont participé à ce webinaire, qui ont posé leurs questions, qui ont appris des choses aujourd'hui. Merci aussi à la région et aux 2 agences de l'eau d'avoir soutenu ce webinaire. Et merci à mes collègues qui m'ont aidé à mettre en place ce webinaire. Pierre-Henri, merci à vous tous, merci à vous toutes. Ouais. Oui, j'avais juste une dernière remarque. Alors, j'avais posé une question dans le chat, mais qui est un peu en marge, mais qui pourrait être l'objet peut-être d'une conférence future ou d'un webinaire futur sur la gestion des compétences associées à ces nouveaux moyens, à ces nouveaux outils. On parle d'infrastructure, on parle de capteurs connectés, de systèmes et de réseaux. Sauf que derrière, s'il n'y a personne pour les exploiter, pour en faire la maintenance et pour en avoir simplement connaissance, parce qu'on voit des économies financières, on ne voit pas forcément l'investissement qu'il faut mettre derrière. Mais je pense que c'est une grosse question et j'aimerais bien avoir les retours des collectivités à l'occasion, des donneurs d'ordre, des industriels, sur comment ils font, tout simplement. Moi, c'est une bonne question, merci. Ouais. C'est un gros sujet. Un sujet à traiter plus tard. Très bien. Je vous remercie tous. Si vous avez besoin, vous pouvez, on vous laissera les contacts, mais vous avez les contacts des intervenants, mon contact. Vous allez recevoir par mail la semaine prochaine la présentation PowerPoint et le lien du replay avec les contacts de tout le monde. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée chaude. Et oui. J'espère que ce webinaire vous aura plu et à très vite pour d'autres contenus. Merci Ronan et merci à tout le monde. Salut. Au revoir à tous. Emmanuel.